En 5 jours, un silence diplomatique s'est mué en crise ouverte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 100 millions de francs CFA retracés, 19 officiers ciblés, une demande d'extradition qui fait basculer le dossier au-delà du judiciaire. Que signifie réellement cette séquence pour le Sahel et jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il pousser la retenue sans transformer l'attente en faiblesse stratégique? Derrière les communiqués, le temps devient une arme capable de contenir le piège ou d'en déclencher les effets régionaux. Ce qui se joue ici dépasse un simple différend d'extradition et mérite d'être suivi avec méthode. Pour le public, l'enjeu est clair. Comprendre comment une crise apparemment locale peut redessiner les rapports de force régionaux, affecter la sécurité quotidienne et modifier durablement la place du Sahel dans les équilibres ouest-africains. L'affaire met en tension trois registres à la fois: la justice nationale, la diplomatie régionale et les mécanismes de sécurité hérités du passé. À chaque niveau, une décision tardive ou précipitée produit des effets cumulatifs, parfois irréversibles. Ce récit promet donc autre chose qu'une chronologie. Il s'agit d'identifier les leviers réels, ceux qui transforment un silence en signal politique, puis un signal en contrainte stratégique. En suivant les faits disponibles, sans extrapolation, le lecteur pourra distinguer ce qui relève de la pression calculée, de l'intimidation symbolique ou du risque d'engrenage. Ibrahim Traoré se trouve au centre de cette équation, non comme figure isolée, mais comme point de convergence de choix institutionnels, militaires et narratifs. La mini-révélation tient en deux phrases et un chiffre. Un rapport interne fait état de 100 millions de francs CFA retracés à travers des intermédiaires, reliant des officiers en exil à une cellule active à Ouagadougou. Ce flux financier transforme une suspicion politique en dossier structuré, documenté et potentiellement exploitable sur le plan diplomatique. À partir de là, le contexte se resserre rapidement. Le Burkina Faso sort à peine d'une série de tentatives de déstabilisation violente, dont plusieurs visaient non directement le sommet de l'appareil militaire. Les services de sécurité estiment que le dernier complot ne relevait pas d'une initiative isolée, mais d'une architecture plus large, ancrée dans des relais régionaux et soutenue par des circuits financiers discrets. C'est dans ce climat que l'exigence d'extradition est formulée publiquement, rompant avec des mois de gestion silencieuse. Le Togo, de son côté, adopte une posture de prudence extrême. Aucune dénégation frontale, aucun acquiescement non plus. Ce silence, interprété à Ouagadougou comme une temporisation calculée, prend une dimension nouvelle lorsque la France rappelle ses accords de défense régionaux. En quelques lignes de communiqué, une affaire judiciaire se retrouve encadrée par des considérations sécuritaires plus larges où toute action transfrontalière devient potentiellement explosive. Ibrahim Traoré se retrouve alors face à une contrainte double. À l'intérieur, une attente forte de justice et de fermeté, nourrie par la mémoire des attaques passées. À l'extérieur, un environnement diplomatique où chaque geste peut être requalifié en provocation, puis en justification d'ingérence. Le Sahel apparaît moins comme un espace géographique que comme une zone de friction juridique et symbolique. Ce décalage entre preuves accumulées et réponses officielles alimente une question centrale. Le silence est-il ici un simple outil de négociation ou déjà une arme stratégique destinée à provoquer l'erreur adverse? Pour comprendre les premiers effets concrets de cette crise, il faut quitter les communiqués et observer les mécanismes internes. Dans les jours qui suivent l'exigence d'extradition, l'appareil sécuritaire burkinabé entre dans une phase d'ajustement discret mais visible. Les officiers identifiés comme cibles potentielles sont placés sous protection renforcée, tandis que les circuits de communication militaire sont réévalués. Rien n'est annoncé comme une rupture, tout est présenté comme une précaution.
Un officier de terrain, cité de manière anonyme dans les échanges internes, résume l'état d'esprit dominant. Il ne s'agit pas de préparer une action immédiate, mais d'éviter que l'attente elle-même ne devienne une vulnérabilité. Cette logique se traduit par des gestes simples, redéploiement limité, contrôles accrus des flux d'informations et consignes de retenue strictes aux unités frontalières. Dans la capitale, les répercussions sont perceptibles à un autre niveau. Les rumeurs circulent plus vite que les faits vérifiés, obligeant les autorités à renforcer leur communication de crise sans dévoiler d'éléments sensibles. Les médias locaux relaient la tension, mais avec un cadrage de plus en plus centré sur la souveraineté et la patience stratégique. Ce glissement narratif vise à contenir la colère tout en maintenant la cohésion. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un acteur solitaire que comme le point d'équilibre d'un système sous pression. Chaque mesure prise trop tôt pourrait être interprétée comme une escalade, chaque attente prolongée comme un aveu de faiblesse. L'enjeu immédiat devient donc simple à formuler. Comment protéger l'intérieur sans offrir à l'extérieur le moindre prétexte exploitable? Avant l'exigence publique, la crise évoluait à bas bruit. Les échanges passaient par des canaux discrets, les signaux étaient indirects et la gestion reposait sur l'hypothèse qu'un règlement silencieux restait possible. Après la publication du communiqué officiel, le tempo change brutalement. En quelques heures, une affaire suivie par des cercles restreints devient un dossier exposé, commenté et scruté par des acteurs régionaux et internationaux. La première phase correspond à l'activation institutionnelle. Au ministère des Affaires étrangères, la demande d'extradition est formulée de manière formelle, précise et volontairement publique. Ce choix rompt avec la prudence initiale et vise à transformer une attente diplomatique en obligation visible. Dans le même laps de temps, l'état-major est réuni pour dresser une cartographie complète des scénarios possibles, sans privilégier encore une option opérationnelle. La deuxième phase marque la montée en tension, le silence du Togo, prolongé au-delà des premières heures, est interprété comme une stratégie assumée. À Paris, la référence aux accords de défense régionaux agit comme un multiplicateur de risques. Sans action concrète, une simple phrase suffit à déplacer le centre de gravité du dossier de la justice vers la sécurité collective. Ce déplacement est perçu à Ouagadougou comme une tentative de cadrage préalable, destinée à limiter toute marge de manœuvre future. Vient ensuite la phase de diffusion sociale. Les médias sahéliens relaient l'affaire en continu, tandis que les réseaux sociaux amplifient les interprétations. Des messages de soutien affluent, mêlant appel à la fermeté et injonction à la patience. Cette pression populaire n'est pas homogène. Elle oscille entre le souvenir des attaques passées et la crainte d'un embrasement régional. Dans les rues, les signes de mobilisation restent symboliques, mais l'attention collective est clairement captée par la crise. La quatrième phase concerne la gestion du risque immédiat. Les forces de sécurité reçoivent des consignes strictes: éviter tout incident frontalier, documenter chaque mouvement suspect et maintenir une posture défensive lisible. L'objectif n'est pas de montrer la force, mais de réduire les possibilités d'interprétation hostile. Cette retenue calculée s'accompagne d'un travail plus discret de collecte d'informations, afin de consolider le dossier existant. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré ajuste sa position. Ni déclaration martiale, ni retrait visible. Il privilégie une posture de vigilance maîtrisée, cherchant à maintenir la pression politique sans déclencher de réaction en chaîne. Ce choix n'apaise pas toutes les attentes, mais il permet de conserver l'initiative narrative. À ce stade, la séquence est claire. Une crise latente est devenue un test public de souveraineté, puis un exercice de contrôle du tempo. La question n'est plus seulement de savoir comment l'affaire se conclura,
mais qui parviendra à imposer le rythme final sans franchir le point de non-retour? Au point de départ, le dossier reposait sur des soupçons politiques et des signaux fragmentés. Avec la consolidation des preuves financières, la situation bascule vers un registre mesurable, où les chiffres servent de pivot entre accusation et crédibilité internationale. Ce passage du flou au documenté constitue le premier delta stratégique de la crise. Le premier indicateur est financier. Les enquêteurs burkinabés identifient 100 millions de francs CFA circulant entre sociétés écrans et intermédiaires mobiles. Pris isolément, le montant peut sembler limité à l'échelle régionale. Mis en perspective, il correspond toutefois à une opération ciblée, conçue non pour durer, mais pour frapper vite, rémunérer des relais précis et disparaître avant toute traçabilité prolongée. Le chiffre ne dit pas tout, mais il signale une intention structurée plutôt qu'un soutien opportuniste. Le deuxième indicateur est humain. Le chiffre de 19 officiers identifiés comme cible potentielle introduit un changement d'échelle. Il ne s'agit plus d'une menace diffuse contre un pouvoir abstrait, mais d'une tentative de neutralisation coordonnée du commandement militaire. Ce volume suggère une planification simultanée pensée pour désorganiser à la fois la chaîne hiérarchique et le moral des forces. Dans ce cadre, l'affaire cesse d'être une querelle politique pour devenir une question de survie institutionnelle. Le troisième indicateur relève de la répétition. Les services de sécurité recensent 40 tentatives d'assassinat ou projets avortés visant le sommet du pouvoir depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Ce cumul transforme la lecture du moment présent. La crise actuelle n'est plus perçue comme un épisode isolé, mais comme un point d'inflexion dans une série longue marquée par une persistance des réseaux hostiles. Le delta ici est narratif. Chaque nouvel élément est interprété à la lumière d'un historique lourd où la tolérance au risque s'amenuise. Pris ensemble, ces chiffres produisent un effet de cadrage. Ils permettent aux autorités de déplacer le débat du registre émotionnel vers celui de la preuve. Dans les échanges diplomatiques, le chiffre devient un langage commun, moins contestable qu'un soupçon, plus difficile à ignorer qu'une intuition. C'est précisément ce glissement qui accroît la pression sur les acteurs silencieux, sans recourir à la force. Mais ce cadrage chiffré a aussi un coût. Plus les données sont mises en avant, plus elles créent une attente de conséquences. Documenter sans agir peut être interprété comme une faiblesse, tandis qu'agir trop vite risquerait de transformer la preuve en prétexte d'escalade. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi face à une équation délicate. Utiliser les chiffres pour verrouiller le récit, sans laisser ces mêmes chiffres dicter un calendrier qu'il ne maîtrise plus. Le delta final est donc politique. La crise n'est plus seulement une affaire de faits établis, mais une question de tempo entre exposition contrôlée et action différée. Les chiffres ont parlé. Reste à savoir qui décidera du moment où ils produiront leurs effets. Deux lectures opposées structurent désormais le débat autour de cette crise. La première plaide pour une action rapide au nom de l'honneur national et de l'effet dissuasif. Ses partisans estiment que chaque jour d'attente affaiblit la crédibilité de l'État et envoie un signal de tolérance aux réseaux hostiles. Dans cette logique, l'exigence d'extradition n'aurait de sens que si elle est suivie d'une capacité démontrée à aller chercher justice par d'autres moyens. Cet argument s'appuie sur l'expérience récente du Sahel. Lorsque les autorités ont tardé face à des menaces armées, les groupes adverses ont gagné du terrain. À l'inverse, des interventions rapides ont parfois permis de reprendre l'initiative. Appliqué au cas présent, ce raisonnement conduit à considérer le silence togolais comme une manœuvre dilatoire et la retenue comme un risque calculé au détriment de la souveraineté. La seconde lecture défend une stratégie longue. Elle part du principe que l'objectif principal n'est pas l'arrestation immédiate d'un individu,
mais la préservation d'un cadre régional déjà fragile. Une action unilatérale pourrait offrir un prétexte juridique et politique à une intervention extérieure, transformant un dossier maîtrisé en crise majeure. Selon cette approche, le vrai levier réside dans l'accumulation patiente de preuves et dans l'isolement progressif des soutiens implicites. Cette position insiste sur un point clé. Dans un environnement saturé d'accords de défense et de mécanismes d'assistance, la moindre incursion peut être requalifiée en agression. La victoire ne serait donc pas spectaculaire, mais procédurale. Contraindre l'adversaire à répondre sans fournir soi-même la faille attendue. Ibrahim Traoré se situe à l'intersection de ces deux lignes. Il reconnaît la légitimité de la colère interne tout en intégrant le coût potentiel d'un faux pas stratégique. Son choix apparent de retenue ne tranche pas le débat mais le suspend. La mise à l'épreuve des arguments révèle une tension centrale. Agir vite peut restaurer l'image de force à court terme. Attendre peut préserver l'espace de manœuvre à long terme. La question n'est donc pas de savoir quelle option est juste, mais laquelle laisse le moins de levier à ceux qui cherchent l'erreur décisive. Cette phrase résume le déplacement opéré au cœur de la crise. Ce qui apparaissait comme une absence de réponse devient un outil actif utilisé pour tester les lignes rouges sans jamais les franchir ouvertement. La révélation médiane tient dans ce renversement. L'attente n'est pas subie, elle est administrée. À ce stade, un élément change la lecture d'ensemble. Des informations internes évoquent des échanges préalables entre acteurs diplomatiques régionaux et partenaires extérieurs, orientés non vers une résolution rapide, mais vers une temporisation organisée. Sans constituer une preuve publique, cette dynamique suggère que le calendrier compte autant que l'issue. Retarder, c'est observer. Observer, c'est forcer l'autre à se découvrir. Ibrahim Traoré adapte alors son registre. La communication cesse d'être défensive pour devenir démonstrative sans excès. Les éléments du dossier sont évoqués, jamais tous à la fois. Chaque rappel factuel agit comme un signal adressé à plusieurs audiences, internes comme externes. La pression ne monte pas par des gestes, mais par la répétition maîtrisée des faits. Ce changement de posture produit un effet immédiat. Le débat cesse de porter uniquement sur l'extradition pour s'élargir à la question du droit, des accords de défense et des précédents régionaux. Le centre de gravité se déplace. Celui qui attend n'est plus nécessairement celui qui subit. La révélation médiane est donc stratégique. Le piège supposé ne disparaît pas, mais il est retourné. La crise devient un exercice de visibilité contrôlée, où chaque silence est compté, interprété et surtout réversible. Les effets de cette crise ne se répartissent pas de manière uniforme. Ils se déclinent selon les acteurs, les niveaux d'exposition et les horizons de décision. À mesure que le dossier s'enlise dans une attente calculée, quatre groupes principaux en ressentent déjà les répercussions, chacune selon une logique distincte. Pour l'État burkinabé, la conséquence immédiate est institutionnelle. La priorité devient la sécurisation interne et la crédibilité extérieure. Les dispositifs de protection sont renforcés, les procédures de renseignement révisées et la communication officielle calibrée pour éviter toute ambiguïté. Ce recentrage mobilise des ressources administratives et humaines significatives au détriment d'autres dossiers, mais il permet de montrer une continuité de commandement. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré incarne moins une autorité personnelle qu'un point de stabilité, chargé de maintenir l'équilibre entre fermeté et retenue. Pour les forces de défense et de sécurité, l'impact est opérationnel et psychologique. L'attente prolongée crée une tension particulière. Les unités restent en alerte sans perspective claire d'action, ce qui exige une discipline accrue et une gestion fine du moral. La référence répétée aux tentatives passées renforce le sentiment de vigilance permanente. Dans le même temps,
La retenue imposée est perçue par certains comme une preuve de maturité stratégique, par d'autres comme une frustration difficile à contenir. Du côté des acteurs économiques, les effets sont plus indirects mais tangibles. Plusieurs entreprises, notamment dans les secteurs extractifs, adoptent une posture prudente. Des projets sont ralentis, des décisions d'investissement différées, le temps que le cadre régional se clarifie. Ce gel partiel n'est pas une fuite, mais une suspension conditionnelle révélatrice de la sensibilité du climat sécuritaire. À l'inverse, certains investisseurs régionaux voient dans cette période d'incertitude une opportunité de repositionnement, misant sur une autonomie accrue des circuits locaux. Pour la population civile, enfin, l'impact est surtout symbolique et émotionnel. La crise réactive des souvenirs récents de violence et d'instabilité. Les discours publics sur la souveraineté rencontrent un écho fort, mêlé à une crainte diffuse d'escalade. Les manifestations de soutien restent majoritairement pacifiques, exprimant un attachement à la dignité nationale sans appel explicite à la confrontation. Ce soutien conditionnel repose sur une attente claire, que la retenue affichée produise des résultats visibles. À l'échelle régionale, ces conséquences s'additionnent. Les alliés observent, ajustent leur discours et évaluent les risques de contagion diplomatique. Les États côtiers, plus exposés aux accords de défense existants, avancent avec prudence. Le dossier burkinabé devient ainsi un test pour l'ensemble de l'architecture sécuritaire ouest-africaine. La conséquence la plus durable pourrait être là. Au-delà de l'issue immédiate, cette crise redéfinit les seuils d'acceptabilité, les attentes vis-à-vis du leadership et la manière dont le temps est utilisé comme levier politique par Ibrahim Traoré et ses partenaires. Sur l'horizon des prochains mois, trois trajectoires principales se dessinent. Elles ne reposant pas sur des prédictions, mais sur des enchaînements conditionnels, où chaque choix ouvre ou ferme des options. Dans le scénario de base, la crise se prolonge sans rupture nette. Si le silence togolais persiste et que la pression reste contenue, alors le dossier s'enlise dans des procédures diplomatiques lentes. Les échanges se multiplient, les preuves sont rappelées, mais aucune décision spectaculaire n'intervient. Dans cette configuration, le Burkina Faso consolide progressivement ses alliances régionales, tandis que la stabilité interne est maintenue au prix d'une vigilance constante. Ce scénario privilégie l'évitement du risque immédiat, mais laisse subsister une tension de fond. Le scénario optimiste suppose une inflexion politique. Si, sous l'effet de la pression régionale et de l'opinion publique, une coopération juridique s'amorce, alors l'extradition devient possible. Dans ce cas, le dossier bascule du registre de la crise vers celui du précédent. Un jugement public transformerait l'affaire en acte de souveraineté assumé, renforçant la crédibilité des mécanismes régionaux. Ibrahim Traoré en ressortirait avec une légitimité accrue, celle d'un dirigeant capable de canaliser la colère collective vers une issue institutionnelle. Le scénario pessimiste repose sur l'incident. Si un événement imprévu survient, une patrouille mal interprétée, une rumeur amplifiée ou un geste perçu comme une provocation, alors l'escalade devient difficile à contenir. Les accords de défense existants pourraient être activés, déplaçant le centre de décision hors du cadre sahélien. Dans ce cas, la crise actuelle servirait de déclencheur à une confrontation plus large, aux coûts politiques, économiques et humains élevés. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Penser en termes de seuil plutôt que de résultats. Identifier à l'avance les lignes à ne pas franchir, tout en préparant des réponses graduées. La question n'est pas de choisir un scénario, mais de maintenir la capacité d'en éviter un. Dans cet exercice d'équilibre, Ibrahim Traoré doit gérer non seulement les faits, mais l'interprétation de chaque geste. À 6
ou 12 mois, l'issue dépendra moins d'un coup décisif que de la constance dans le contrôle du tempo. À ce stade, la crise cesse d'être abstraite pour entrer dans le quotidien. Elle ne se vit plus seulement à travers des communiqués, mais dans des décisions ordinaires, des conversations privées et des attentes silencieuses. C'est là que le lien avec le public devient déterminant. Pour une première partie des citoyens, notamment les familles des forces de défense, l'enjeu est la sécurité immédiate. Chaque information partielle ravive l'inquiétude, chaque silence prolongé nourrit l'incertitude. La retenue stratégique est comprise, mais elle est aussi éprouvante. Ce groupe attend avant tout des signes de protection concrète et de reconnaissance institutionnelle. Un second groupe, composé d'acteurs économiques locaux et de travailleurs urbains, perçoit la crise à travers la stabilité. La continuité des activités, la régularité des marchés et la prévisibilité des décisions publiques deviennent des repères essentiels. Une escalade régionale menacerait directement l'emploi, les prix et les chaînes d'approvisionnement. Pour eux, la patience n'est pas un principe politique, mais une condition de survie économique. Un troisième groupe, plus jeune et fortement présent sur les réseaux sociaux, interprète la situation en termes symboliques. La figure d'un État qui ne cède plus immédiatement à la pression extérieure résonne fortement. Ce soutien est toutefois conditionnel. Il repose sur l'idée que la retenue affichée n'est pas une résignation, mais une étape vers une affirmation durable. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un repère plus que comme un héros. Son attitude est observée, commentée et intégrée dans des récits personnels. Chacun projette sur cette crise ses propres attentes, sécurité, dignité, avenir. La cohésion sociale dépend alors d'un équilibre fragile. Expliquer sans exposer, rassurer sans promettre, tenir sans provoquer. C'est dans cet espace intermédiaire que se joue l'adhésion du public et que la stratégie prend une dimension profondément humaine. Pour éviter que la crise ne se fige ou ne dérape, une ligne d'action graduée se dessine, fondée sur des leviers complémentaires plutôt que sur un geste unique. L'objectif n'est pas d'accélérer artificiellement le calendrier, mais de structurer l'attente pour qu'elle produise des effets mesurables. Le premier levier est diplomatique. Il consiste à multiplier les canaux formels et informels afin de réduire les zones d'ambiguïté. Chaque échange écrit, chaque prise de position publique devient un élément du dossier. Cette accumulation n'a pas vocation à convaincre immédiatement, mais à restreindre les marges de dénégation. Dans cette phase, Ibrahim Traoré privilégie la constance plutôt que l'intensité. Le deuxième levier est juridique. Il s'agit de consolider les preuves existantes et de les présenter selon des formats compatibles avec les cadres régionaux et internationaux. La crédibilité repose ici sur la méthode. Chronologie claire, traçabilité des flux, cohérence des témoignages. Ce travail silencieux transforme le temps en allié procédural. Le troisième levier est sécuritaire mais défensif. Renforcer la protection interne, ajuster les dispositifs de renseignement et maintenir une posture lisible aux frontières. L'enjeu n'est pas de montrer la force, mais d'éviter l'incident qui servirait de déclencheur. La retenue devient une discipline opérationnelle. Un quatrième levier concerne la communication publique. Informer sans surcharger, rappeler les faits sans les dramatiser. Cette maîtrise du récit vise à maintenir l'adhésion interne tout en signalant à l'extérieur que chaque silence est observé et interprété. Enfin, le levier régional complète l'ensemble. La coordination avec les partenaires sahéliens permet de diluer la pression individuelle et de transformer une affaire nationale en question collective. Ibrahim Traoré s'inscrit ici dans une logique d'architecture partagée où la souveraineté se défend aussi par l'alignement. Cette feuille de route ne promet pas une résolution rapide. Elle vise autre chose, conserver l'initiative sans céder le contrôle du tempo.
Au fil de cette crise, un motif revient avec insistance. La persistance plutôt que l'éclat. L'image n'est plus celle d'un moment de rupture, mais d'une continuité éprouvée par la pression. Dans les rues comme dans les institutions, le quotidien se poursuit chargé d'une attente qui n'est ni résignation, ni enthousiasme, mais vigilance. Le rappel du motif initial s'impose ici. Le silence, perçu d'abord comme un vide, est devenu un espace maîtrisé. Il a contenu la colère, absorbé les injonctions contradictoires et laissé apparaître les lignes de force réelles. Cette transformation n'est pas spectaculaire, mais elle est lisible dans les gestes répétés, les décisions mesurées et la constance du discours public. Ibrahim Traoré incarne ce choix dans sa dimension la plus humaine, non comme un symbole figé, mais comme un acteur exposé à la fatigue, à la pression et aux attentes multiples. Sa posture rappelle que la souveraineté ne se manifeste pas uniquement dans l'action immédiate, mais aussi dans la capacité à durer sans se renier. La conclusion émotionnelle est là. Tenir quand l'accélération est attendue. Maintenir une direction quand l'erreur est guettée. Dans cette crise, la force n'a pas été de frapper, mais de rester debout, suffisamment longtemps pour que le piège perde sa netteté. Au terme de cette séquence, la crise apparaît moins comme un épisode isolé que comme un miroir des transformations en cours dans la région. Elle interroge la manière dont une génération de dirigeants et de citoyens redéfinit la notion de souveraineté, non par la rupture immédiate, mais par l'endurance stratégique. Ce déplacement du regard concerne bien au-delà des frontières burkinabées. L'enjeu n'est pas seulement institutionnel, il est aussi symbolique et collectif. Observer comment le temps est utilisé comme levier politique invite à reconsidérer nos attentes face aux crises contemporaines. La rapidité est souvent perçue comme une vertu. Cette affaire suggère qu'elle peut aussi devenir un piège. Ibrahim Traoré n'est pas présenté ici comme un modèle à imiter, mais comme un cas à comprendre. Ces choix, quels qu'ils soient, seront jugés sur leur capacité à préserver l'essentiel sans provoquer l'irréversible. C'est cette tension qui mérite l'attention. La question finale reste ouverte. Dans un monde saturé de réactions immédiates, jusqu'où sommes-nous prêts à accepter la lenteur comme stratégie légitime? Et surtout, comment distinguer la patience constructive de l'attente qui renonce?